Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle parce qu'elle est vraiment superbe. En tout cas, c'est une vidéo que j'aurais kiffé avoir pendant mes années de prépa. C'est une analyse de ma copie 20 sur 20 en maths écrit com. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne, que ce soit mes astuces pour avoir 20 sur 20 que vous avez juste ici, ou alors la rencontre de professeurs qui sont correcteurs pour des maths, EM Lyon, maths écrit com, aux épreuves notamment du top 5. Tout se trouve ici. Il y avait une vidéo avec Corinne Vivien et également une vidéo avec Olivier Leroy, tous deux professeurs et correcteurs en mathématiques. Donc je vous recommande d'aller les voir. Les liens sont également en description. Donc pour ma part, j'avais obtenu 20 sur 20 à toutes les épreuves de maths, sauf en maths 2 où j'avais obtenu 18,8 sur 20. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant de vous faire une vidéo analyse. Donc on va se plonger tout de suite dans mon écran en face de moi où on va se replonger dans ces sujets d'annales de maths et on va analyser les différents points. Et ce qui est génial dans cette copie de maths que vous allez voir à l'écran dans quelques minutes, c'est que la copie, en fait, elle possède une correction authentique puisqu'elle avait été corrigée à la main par les professeurs, enfin par le professeur du moins, par le correcteur, et ça permettra de vraiment voir quels sont les éléments qui sont bons, quels sont les éléments qui sont pas bons et de voir en fait comment un correcteur de maths procède. C'est vraiment une dinguerie. Donc on va se plonger dessus tout de suite. Vous allez avoir le sujet de maths qui s'affiche actuellement à l'écran. Exercice 1, comme vous le voyez actuellement, c'est un exercice d'algèbre qui se compose donc de deux parties, une partie A, une partie B. Donc la première, elle est relativement classique, elle reprend les bases du programme d'algèbre avec calcul matriciel, polynôme annulateur, base, noyau, identification des coefficients, binôme de Newton. La seconde partie ici, elle est un peu plus difficile, hormis la question 1 qui est vraiment un classique que vous devez absolument maîtriser, mais c'est une technique à avoir et qu'il faut réussir à acquérir par un système de contradiction. Donc on va justement se plonger tout de suite là-dessus. Actuellement, vous voyez la copie donc notée 20 sur 20 au concours écrit com, et ce qui est génial, donc là vous voyez des éléments en rouge, c'est exactement la correction du professeur, enfin du correcteur à ce moment-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre la question en amont. On va ensuite mettre les éléments de réponse et la manière dont j'ai répondu, parce que je m'en souviens, ça m'avait marqué. Pourquoi? Parce que c'était la toute première épreuve qu'on a passée lors du concours. Donc je me rappelle de combien c'était stressant le moment où on déballe le sujet, on voit la première question qui était calculée à carré de mémoire. C'est ça, donc calculer à carré. Donc on voit la toute première question, calculer A carré puis vérifier que A3 est une matrice nulle. Donc c'est vraiment facile, c'est-à-dire que là, si A3 n'est pas une matrice nulle, ça veut dire que probablement on a fait une erreur soit dans le calcul de la matrice A3, soit dans le calcul de la matrice A carré. Et je me rappelle à ce moment-là, j'ai dû mettre au moins 5 à 10 minutes à me dire mais comment ça se fait, je n'y arrive pas, parce qu'on a le stress de l'épreuve. Et après, dès qu'on retombe sur nos bases, ça devient beaucoup plus facile. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est une lecture du sujet préalable, voir quel élément est le plus simple pour se mettre en jambe, pour commencer, pour attaquer directement le sujet. Pour ma part, c'était cet exercice 1 qui avait une partie A vraiment classique, pas de grande surprise ici. C'est similaire dans toutes les épreuves de maths 1, que ce soit des maths EM Lyon, des maths EDEC. C'est des exercices, on va dire, d'algèbre qu'on a l'habitude de voir, donc notamment en filière ECG maths appliquées, mais qui peut également être présent avec des questions un petit peu plus complexes et propres à la partie maths A pro. Une première question pourtant donc sur le calcul matriciel. Donc ici il n'y a pas trop de surprises, on fait notre calcul à carré, on montre le résultat intermédiaire et ensuite on montre le résultat A3, donc comme quoi la matrice A3 est bien une matrice nulle qui est donc égale à O3. On a une deuxième question, justifier que 0 est l'unique valeur propre possible de f. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, déjà, on sait que f, c'est l'endomorphisme de E, qui est la matrice représentative dans la base B, c'est juste l'énoncé. Mais si on nous dit justifier que, ça veut dire que peut-être il faut utiliser les résultats qu'on a obtenus précédemment. En l'occurrence ici, on a vu que A3 c'est une matrice nulle, donc pour le justifier, il y a peut-être ici la technique du polynôme annulateur qui nous permet de voir en fait que finalement F est l'unique valeur propre de A. Donc là, on fait la rédaction, une rédaction qui est propre, qui est classique. Soit P, un polynôme annulateur défini par P de X
égale x au cube, et du coup de ce qui précède, le polynôme annulateur de A est nul et 0, et donc l'unique valeur propre possible de A et donc de f. Donc là, ça nous permet ici de montrer au correcteur dès la deuxième question qui, je pense, a été une question un petit peu déroutante d'un point de vue rédaction. Quand on est à l'aise, quand on s'est entraîné tout au long de l'année, on a les automatismes et ça devient forcément plus facile. Question C ici, déterminer une base et la dimension du noyau F. Donc ici, on pose encore une fois les bases. Donc là, c'était une notation que j'avais utilisée ici. Soit x, le vecteur colonne associé à x dans la base canonique, petit x appartient à ker de f pour justement montrer ici via du coup un système que derrière on a bien ker de a est égal à du coup y moins y, et derrière on a finalement ici le vecteur unique et non nul, ker de f est égal à vect de 1, 1, moins 1, donc ce qui nous permet d'avoir une dimension ker de f égale 1 et de montrer que ker de f est bien une base. Donc là ici on applique encore une fois des théorèmes relatifs au cours, pas de complexité majeure. Et ici, une question sur la diagonalisation. Est-ce que l'endomorphisme f est diagonalisable? Du coup, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va raisonner par l'absurde. Donc, si A était diagonalisable, il existerait une matrice diagonale D telle que D égale 0, donc la matrice nulle. Et en fait, selon le théorème de diagonalisation, on a A égale P dp-1, relativement classique, et en fait, D, c'est la matrice nulle. Or, on a vu que c'était A cube, qui est, enfin A3 du coup, donc qui est la matrice nulle, et du coup, A tout court n'est pas la matrice nulle, puisque on l'a déjà. Donc là, ça montre ici, encore une fois, qu'on maîtrise le cours, et ça permet d'être un petit peu plus en jambes pour la suite. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque aussi, c'est que vous pouvez faire des erreurs, hein, mais quand vous attaquez la copie directement avec une rédaction dense, très propre, où en fait finalement on voit que le correcteur ici n'a quasiment rien barré parce que tout était très propre et très bien amené, aussi avec une copie qui était quand même pas mal lisible, ça permet directement de donner de la confiance au correcteur et de lui montrer voilà, qu'on maîtrise les différents concepts, les différents théorèmes. Donc là dès le début on utilise polynôme annulateur, théorème de diagonalisation, raisonnement par l'absurde, et ça plaît pas mal. On a ici donc une question 2 où on a ici donc trois vecteurs qui nous sont donnés, E'1, E'2, E'3, démontrer donc que la famille B' est une base de E. Donc ici c'est encore une fois de la rédaction. Donc là on établit un système, ne pas hésiter voilà, à être rassurant, à rementionner les éléments pour éviter au correcteur justement de faire des va-et-vient entre le sujet et le contenu. Et derrière, rien de très complexe, étant donné qu'on a une famille de 3 vecteurs libres et qu'on a A égale B égale C égale 0. On arrive donc à montrer que B' est bien une base de E et que E est de dimension 3, comme le montre l'énoncé, puisque E est présent dans le réel au cube. Donc on est bon sur ce point-là. Donc la question de B qui nous dit démontrer que la matrice représentative de F dans la base B' est la matrice T. Donc là on nous donne le résultat, ce qui nous permet un petit peu, on va dire, de retomber sur nos sabots. Donc là pareil ici, on va revenir sur l'énoncé, se rassurer, montrer au correcteur qu'on a bien compris tous les concepts qu'il faut mobiliser pour bien répondre à cette question. Donc on va utiliser les éléments relatifs à l'énoncé, les éléments relatifs au résultat trouvé précédemment, et on arrive de fait en fait à avoir les coordonnées des images de vecteurs de la base B' et d'en déduire de fait qu'on a bien finalement T est égal du coup aux éléments et à la matrice qui nous a été présentée. Donc la matrice représentative de F dans B est bien égale à la matrice T. On a ensuite donc une nouvelle matrice qui arrive ici. On peut voir des similitudes directement avec la matrice A, étant donné qu'on a ce 1/3 qui est représenté ici et qui était déjà présente dans la matrice précédente. Et d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de surprise ici, qu'on nous demande de représenter la matrice M par rapport donc, à la matrice identité et à la matrice A, avec alpha et bêta. Donc ici, encore une fois, c'est juste un système, rien de très complexe, c'est du calcul. Et donc, on en déduit que M est égal à moins A plus I. Finalement, pas de grande surprise ici. Encore une fois, il y a pas mal de similitudes, il y a pas mal d'éléments qui sont quand même assez similaires. Et on peut retomber assez facilement, encore une fois, sur des éléments qu'on connaît et qu'on maîtrise. Question B, déterminer la matrice M' de H dans la base B'. Donc là, ici,
pareil, on va faire de la même manière que précédemment. C'est d'ailleurs ce qui était évoqué sur la copie. C'est bien apprécié par le correcteur. On voit soit il met des petits traits, soit il met des points. Tout ça reste encore une fois très positif, sauf ici où il n'a pas apprécié du coup les coordonnées des vecteurs de la base B', qui est forcément ici quelque chose qui est un petit peu décorrélé par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais ça permet finalement de dire au correcteur, voilà, pour le moment, tu as fait 3 pages qui sont très clean, c'est pas grave parce que voilà, tu peux faire une petite erreur, ça peut arriver, surtout voilà, on sait que le concours c'est quelque chose de stressant, que c'est pas quelque chose de parfait à 100%, donc il peut y avoir des petites erreurs ici, de mettre du coup les éléments comme montré précédemment, mais derrière on retombe encore une fois ici sur la démonstration qu'il fallait avec la matrice M' ici, qui est la matrice représentative de H dans B'. On a ensuite une question C, en déduire, donc forcément par rapport au résultat obtenu précédemment. Dès qu'on a la question, enfin du moins le terme en déduire, on sait pertinemment qu'il faut utiliser les éléments qu'on a vus précédemment, en l'occurrence ici la question A, la question B, pour en déduire que M est inversible, et du coup on constate forcément, et c'est assez finalement visible ici, que la matrice M', c'est une matrice triangulaire supérieure à 3 pivots non nuls, 1, 1, 1, donc une diagonale de 1, donc par conséquent M' est inversible, et H est bijectif. Encore une fois ici, c'est les théorèmes qu'on apprend dans les cours d'algèbre assez classiques, donc en algèbre linéaire. Donc ici, on en déduit de fait que M est inversible. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ici, on voit que lorsqu'on maîtrise les sujets et qu'on arrive à capter la lecture des sujets, dès qu'on a le terme en déduire, il faut forcément se servir des résultats précédents. Parce que là, par exemple, faire un calcul pour montrer que la matrice est inversible, ça aurait été une perte de temps, une perte de points, parce que forcément, on n'a pas utilisé les résultats obtenus précédemment. Donc, on perd du temps. Derrière, c'est dévalorisant du point de vue du correcteur. Donc, il faut vraiment, encore une fois, s'efforcer de bien travailler la lecture du sujet et de bien se servir des éléments obtenus précédemment. Vraiment, les mathématiques, il faut garder en tête que c'est un puzzle. J'ai appris par cœur un cours, je sais comment ça fonctionne, et bien derrière maintenant il faut que je résous ce problème avec les outils que j'ai en ma possession, en l'occurrence ici les éléments matriciels et les éléments qui me sont donnés par l'énoncé, et deuxième élément, les connaissances que j'ai acquises durant mes années de classe prépa. Donc il faut vraiment voir les mathématiques non pas comme une difficulté insurmontable, mais comme un problème hyper sympa que je dois résoudre avec des outils qui sont présentés ici et des éléments que je connais au préalable. Donc ici, on a une question D. À l'aide de la question 1A, calculer M-I. Donc là, encore une fois, on se dit, ah, il y a forcément quelque chose de similaire. À la question 1A, j'ai vu justement que A3 était une matrice nulle. Donc M-I, est-ce qu'il n'y a pas ici une matrice nulle ou quelque chose qui est similaire? Et finalement, on voit ici, oui, c'est assez évident. MI3 du coup, donc MI au cube est égal à moins A3 et est égal à 0. Donc finalement, on a des similitudes par rapport à ça. Pourquoi? Parce que M-I, c'est égal à moins A. Et en fait, si on se resserre de la question qu'on a eue ici, de la relation, on a M égale moins A plus I. Donc tout simplement, si je mets mon I ici, on a M moins I égale moins A, tout simplement. Donc encore une fois ici, c'est ce système de puzzle qu'il faut réutiliser. Donc on se sert de la question 1A, on se sert également de ce qu'on a trouvé précédemment pour calculer finalement M-I, ça vaut quoi concrètement, et derrière ça nous permet de retomber dans nos baskets avec finalement ici des éléments qu'on a déjà vus. Et donc là le correcteur qui souligne, donc là honnêtement je ne saurais pas dire s'il souligne parce que c'était très pertinent, parce que non il fallait pas le faire, en tout cas il a mis un trait ici, il n'a pas barré. Donc j'aurais tendance à dire que ça reste quand même quelque chose de positif. Donc ensuite on doit calculer M-I3, donc du coup on le découpe ici en retombant sur nos identités remarquables. Donc M-I3 c'est quoi? C'est M-I carré fois M-I tout simplement. Et derrière ici on a une identité remarquable, donc M carré moins 2M plus I fois du coup M-I. Derrière ça nous permet de retomber sur des éléments un petit peu qui sont connus et de pouvoir les réutiliser par la suite, parce qu'on sait que M-I3 est égal à 0, donc ça équivaut à ça égale à 0, et de fait on retombe sur notre matrice identité
juste ici avec du coup le m-i qui est inversible et qui est égal à m carré moins 3m plus 3i. Donc on nous a demandé voilà, d'écrire l'expression de m-i en fonction de ces matrices-là. Donc j'ai exactement toutes les matrices qui sont représentées ici. Donc ça veut dire que oui, j'ai du moins quelque chose qui tend à être juste, sauf erreur de calcul. En tout cas, ça sera forcément quelque chose de valorisé par le correcteur. On a ensuite la question E à l'aide du formule du binôme de Newton. Donc là, on ne connaît pas la formule du binôme de Newton. On ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle n'est pas donnée. Des fois, elle est donnée, des fois non. En l'occurrence ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Donc, exprimer Mn pour toute entière réelle n en fonction des matrices IA et A carré. Et cette formule est-elle vérifiée pour n égale moins 1? Donc, on va calculer les éléments. Donc, déjà, il faut faire le texte préalable. Pourquoi et comment on peut utiliser le binôme de Newton? Parce que toute matrice non nulle commute avec la matrice identité. De plus, on a pour tout quelconque k supérieur ou égal à 3, AK égale la matrice nulle. C'est ce qu'on a démontré précédemment. Donc là, on se sert de tout ce qu'on a pu avoir précédemment et d'un outil supplémentaire qui est la phrase d'accroche. Et ensuite, derrière, on établit notre formule du binôme de Newton. On fait ici donc la relation de Chasles. Tout simplement, c'est de la formule en fait du binôme de Newton, il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à ça. Pour ensuite exprimer Mn en fonction donc de I, de A et de A carré, c'est exactement ce qu'on a fait. Et derrière, on va en fait tout simplement inverser, enfin du moins mettre n égale moins 1 ici pour s'assurer que la formule est valable également en moins 1. Et donc là, c'est juste tout simplement inverser, du moins remplacer plutôt moins 1 par n et derrière on retombe sur a carré plus a plus i. Donc la formule elle reste valable pour n égale moins 1. Donc une partie A qui est quasiment un sans faute et qui permet déjà au correcteur de se dire ok, là c'est une copie qui va être dans le haut du panier, c'est une copie qui commence très bien, il n'y a pas eu d'erreur, c'est quand même quelque chose d'assez consistant. Et moi je me rappelle à ce moment-là, dans ma rédaction, j'étais assez confiant parce que, on va dire, même si je ne savais pas si mes résultats étaient justes, mes résultats étaient cohérents. Donc soit j'étais cohérent dans mon erreur, soit j'étais cohérent, on va dire, dans des éléments plutôt justes. J'étais assez confiant à ce moment-là et je me rappelle que ça m'a vraiment motivé pour le reste. J'ai pu vraiment démarrer et être sur les chapeaux de roue pour le reste de l'épreuve. Et on va voir que j'ai quand même fait quelques erreurs parfois où je fatiguais, mais on va analyser tout ça. Donc partie B, ici donc une partie où ici on n'a plus de matrice à proprement parler, on va avoir beaucoup plus d'algèbre linéaire. Donc dans cette partie, on veut montrer qu'il n'existe aucun endomorphisme G de E, vérifiant donc G rond G égale F. Donc on suppose donc par l'absurde qu'il existe une matrice V carré d'ordre 3 telle que V carré égale T. Et donc là c'est primordial de bien comprendre le fonctionnement ici pour bien répondre à la question I, pour s'assurer de montrer que VT égale TV et que du coup G rond F égale F rond G. Donc là c'est quelque chose qui peut paraître un peu bizarre quand on ne maîtrise pas, mais en fait c'est quelque chose qui est très classique, ça retombe énormément en maths écrit-com, énormément en maths EDEC, maths EM, donc encore une fois ici c'est juste de l'entraînement qu'il fallait avoir pour répondre à ça. Donc on voit d'ailleurs que j'ai voulu faire un système à la base et je me suis dit, mais non, on ne peut pas me demander quelque chose d'aussi dur en question 1. Donc il faut retomber sur des bases. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est bon, je retombe un petit peu sur mes baskets. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de si complexe. Pourquoi? Parce qu'avant, on me dit quelque chose d'intéressant, que V carré égale T. Donc il faut que je me serve de ça, forcément. Donc là, VT égale V carré égale T. Pourquoi? Parce que T égale V carré, tout simplement. Et donc là, V fois V carré, ça nous fait V au cube. Et ça fait également V carré V. Et V carré V, c'est quoi? C'est TV, tout simplement, parce que V carré égale T. Donc j'ai réussi à montrer, tout simplement, grâce du coup à l'énoncé, que la matrice V est la matrice représentative de G dans B', que T c'est la matrice représentative de F dans B', et de facto,
qu'on en déduit G rond F égale F rond G. Donc là, finalement, c'était juste de la lecture d'énoncé, mais il fallait déjà l'avoir fait, je pense, pour pouvoir être à l'aise. Et aussi, je pense qu'il a pu être valorisé par le correcteur ici, c'est qu'il se dit, ok, il est d'abord parti sur quelque chose, et là, il a capté son erreur pour revenir sur quelque chose d'autre. Donc encore une fois, ne pas hésiter à admettre, voilà, on a fait une erreur, on barre. Là, c'est assez propre quand même, je trouve, pour que derrière le correcteur se dise, ok, voilà, je passe à la suite. Et derrière ici, on a la suite du sujet. Donc après, on nous pose donc là la question, donc montrer que G E'1 appartient au noyau de F et en déduire qu'il existe un réel A tel que G E' égale A E'1. Donc là, du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est tout simplement se servir en fait de la question 1. Pourquoi en fait on nous demande de démontrer que G rond F égale F rond G si derrière je ne dois pas le réutiliser? Il doit quand même y avoir ici quelque chose d'intéressant. Surtout que là, je dois montrer G E'1 et derrière on parle de F. Donc là, il faut quand même réussir à modéliser les éléments dans sa tête. Donc là, du coup, ce que j'ai mis, c'est que F rond G E' est égal à G rond F E'. Et on a des questions précédentes, F E' égale 0. Donc finalement, en fait, on peut admettre que F G E' égale 0 et du coup que G E' est différent de 0. Et là, le correcteur d'ailleurs n'a pas compris mon point, du moins parce que je ne l'ai pas démontré avant. Je ne l'ai pas démontré avant et je pense que le problème est peut-être, voilà, il se dit, bah ok, il a mis ça pour l'arranger et c'est un petit peu peut-être décorrélé de la justification. Et du coup, je pense, voilà, comprendre pourquoi ça a été exposé, mais derrière, il se dit, voilà, il n'y a pas trop de soucis parce que même s'il s'est facilité ici, il a pris un petit raccourci, derrière, il retombe encore une fois sur ses baskets avec, du coup, G E' qui est bien un noyau de F et du coup qu'il existe bien un réel A tel que G E' égale A E'. Donc là, c'est pas quelque chose de facile parce qu'il faut arriver à s'imaginer la chose, donc c'est pas quelque chose d'hyper intuitif et encore moins quand on ne maîtrise pas, mais en tout cas on a essayé de se servir tout simplement des éléments qu'on a montrés précédemment pour revenir ici, parce qu'encore une fois on nous a pas dit que la partie A et B étaient indépendantes l'une de l'autre, donc on peut se servir des résultats obtenus précédemment dans ce cas là. Donc ensuite on nous demande de démontrer donc G E'2 moins A2 que cet élément-là, donc cette fonction appartient également au noyau de F, et en déduire donc un réel B tel que G E'2 égale B E'1 plus A E'2. Donc derrière, on arrive ici donc sur la deuxième partie qui pour le coup a été un petit peu plus maîtrisée et j'ai ici utilisé la linéarité de F. Donc tout simplement, en fait, l'élément F, on le connaît. Donc derrière, on a juste à mettre les éléments entre parenthèses. On utilise la linéarité de F qui est connue pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus, pour pouvoir diviser, du moins séparer, c'est un meilleur terme mathématique, les deux fonctions. Donc on a d'un côté G E'2, de l'autre on a A E'2, et derrière, enfin A de F de E'2, et derrière ça nous permet de revenir sur des éléments qui sont différents de 0, donc forcément c'est un élément de Ker de F, et derrière il existe bien un réel B tel que G E'2 égale B E'1 plus A E'2. C'est pas forcément quelque chose de facile, donc il fallait bien garder en tête les éléments obtenus précédemment, notamment que F obtient une unique valeur propre qui est 0, qui a une base de dimension 1 pour pouvoir justement se projeter sur cet exercice 2 de manière plus sereine et en utilisant finalement des théorèmes, des définitions qu'on maîtrisait. Ça nous permet donc d'arriver sur cette question de C avec ici donc F rongé de E3. Donc là finalement il nous aidait un petit peu pour ceux qui n'ont pas réussi précédemment, et c'est justement cette lecture d'énoncé qui vous dit ok, si là on nous dit F rongé E3, pourquoi on l'a démontré ici? Parce qu'on le réutilise ici, mais pourquoi en fait finalement on ne pourrait pas le réutiliser pour la 2A et pour la 2B?
Donc c'est vraiment cette lecture d'énoncé qu'il faut avoir, de questions complètes pour se dire ok, vers où je dois aller, où c'est qu'on veut m'amener, et finalement est-ce que des résultats qui sont obtenus après, des techniques qui sont démontrées après ne peuvent pas être utilisées précédemment. Donc c'est là vraiment aussi qu'il faut vraiment aller chercher de l'information, aller chercher des points. Voilà, je vois où le puzzle veut m'amener, est-ce que je ne peux pas créer un pont pour aller justement vers ces pièces que je n'ai pas encore. Donc c'est vraiment cette manière-là qu'il faut raisonner. Donc là, la question C, ici, nous permet d'avoir, grâce à la linéarité de f, utilisée à deux reprises les éléments suivants, et donc de montrer forcément derrière que ça appartient à Ker de f, et derrière, on peut facilement en déduire, voilà, j'allais le dire, la question D, qu'il existe un réel C tel que V égale donc la matrice triangulaire supérieure montrée juste ici. Et derrière, donc, on va tout simplement utiliser les différents éléments qu'on a obtenus. Et donc, il faut bien se rappeler de ça. On note G l'endomorphisme dans la matrice représentative dans la base B' et V. Donc, pourquoi précédemment on a montré tous les éléments relatifs à G? Parce que il va falloir les réutiliser. Pourquoi j'ai parlé de réel A et de réel B précédemment? Parce que je vais les réutiliser. Et c'est pour ça ici qu'on me parle d'un réel C, parce que le réel C, je ne l'ai pas vu précédemment. Donc là, ici, il faut en déduire sur réel C. Et donc là, on va donc établir tout simplement, en fait, la question, donc j'ai E'3 ici. Donc en fait ici, on va voir des éléments. Donc là, on a vu que GE'1, donc là, GE'1 égale AE1. Et finalement, on a ici la matrice colonne A0, 0. Donc là, on a également la matrice BA0, donc là, BE1 plus AE2. Et donc derrière, tout simplement ici, il faut que j'arrive à trouver les éléments. Mais en fait, je vais tout simplement avoir CE1, B moins BE2, enfin du coup ici, juste là, et E3 qui est là. Donc là, finalement, c'est cohérent avec les résultats obtenus précédemment. Et donc, on a réussi à montrer qu'il existe bien un réel C tel que, justement, V égale cette matrice triangulaire supérieure. Et derrière, il faut calculer V' en fonction de A, B, C et utiliser l'hypothèse V carré égale T pour obtenir une contradiction. Et pourquoi on doit obtenir une contradiction ici? Parce que là, on a supposé quelque chose par l'absurde. Donc là, on revient encore une fois sur nos baskets. On a vu ici donc V carré égale ces éléments-là. Et derrière, en faisant le système et en faisant finalement la transposition à la matrice T qui nous est donnée juste ici, on obtient une contradiction 0 égale 1, ce qui est impossible. Donc il n'existe aucun endomorphisme G de E vérifiant G rond G égale F. Pourquoi réutiliser les éléments G et F? Tout simplement parce qu'on a G qui est la matrice représentative, V pardon, qui est la matrice représentative de G dans B, F pour T, et derrière forcément V carré n'est pas égal ici à G carré égale F. Donc on a fait une partie B, pareil, un sans faute avec juste un élément un petit peu incompréhensible, mais grosso modo ça reste quelque chose d'assez bon, qui a été valorisé en tout cas par le correcteur, et un exercice 1, donc qui est un sans faute pour cet exercice écrit comme. Donc je vous invite également à le faire en parallèle, à regarder derrière la partie, on va dire, plutôt correction et comment en fait on le fait pour aussi voir d'un côté comment j'avais raisonné et bien raisonné ou mal raisonné, et de l'autre côté comment le correcteur l'a perçu. C'est ce qui est quand même assez essentiel et ce qui fait, je trouve, on va dire, la richesse de cette vidéo. Donc un exercice 2 que vous voyez actuellement donc à l'écran. L'exercice 2, c'est un exercice de fonction, était cependant déstabilisant parce qu'il comportait deux parties, tout comme en fait finalement le premier exercice. La première partie, elle est assez classique, elle porte sur des lignes de niveau d'une fonction, ce qui est un peu inhabituel pour justement la partie maths appliquée, mais il n'y a pas trop de difficulté par la suite, mis à part les racines du polynôme qui ont une allure un petit peu étrange. La deuxième partie, elle est un peu plus complexe. Elle commence par une analyse de fonction, un théorème de bijection, qui est quand même un des fondamentaux à maîtriser en maths. Il y a ensuite des suites implicites, c'est assez rare, mais il faut quand même les maîtriser. Un raisonnement par contradiction pour ne pas se faire déstabiliser. Pas mal de ça et là, donc d'informatique en l'occurrence ici, avec notamment
justement la méthode de la dichotomie qu'il convient de maîtriser, mais on ne va pas trop s'attarder, comme dit précédemment, sur ces éléments-là parce que il n'y a plus de Scilab au programme, maintenant c'est du Python. Donc l'exercice 2, on a donc une matrice qui est présentée ici et on a une première partie A par rapport à du Scilab. Et là, juste pour vous dire, je me suis dit, waouh, les lignes de niveau, j'ai pas vu ça. Du moins, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas révisé. Comment je fais pour répondre à cette question? En fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un énorme espace. Donc là, peut-être qu'on le voit. Au début, je me suis dit, voilà, je vais rien mettre, et je vais faire l'exercice et je vais voir derrière si je comprends finalement la supposition de base. Et si je trouve le bon résultat à la fin, peut-être que je peux comprendre en fait finalement cet élément-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un espace blanc. Je me suis dit, au pire, je barre, tant pis, j'admets que je ne connais pas. Je mets, voilà, je barre comme quoi je n'ai pas fait cette question-là. Et si derrière, j'arrive à le faire, eh ben, c'est tout bénef pour moi et je vais réussir à grappiller des points pour montrer au correcteur que je le savais. Honnêtement, je ne le savais pas du tout. Donc là, il nous demandait ici quelle conjecture on peut faire, on peut établir par rapport à ça. Et du coup, je me dis, ok, il me parle d'extrémum local, il me parle de coordonnées approximatifs. Là, je vois que ça tend vers quelque chose comme 3,01 au milieu, que ici, il y a 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si je tombe sur quelque chose comme 3 ou comme 1, je vais pouvoir retomber ici encore une fois sur mes baskets. J'aime bien cette expression, notez-le en commentaire combien de fois je l'ai dit, pour ceux qui regardent toute la vidéo. Et derrière, on voit en fait ici qu'il y a des choses qu'on peut comprendre. Mais je ne savais pas comment les dire. Donc j'ai commencé par faire l'exercice et je me suis dit on va revenir dessus par la suite. Donc c'est la même chose au niveau du Python. Ce qu'il faut se dire c'est ok, même si je ne connais pas, si on doit faire une supposition, une conjecture, est-ce que je ne peux pas me servir d'éléments que je vais trouver après pour finalement réussir à répondre à une question en amont? Donc voilà, c'est juste le petit tips que j'avais utilisé et qui m'avait bien été utile. Donc on arrive ici sur la première question, donc démontrer que f est de classe C2 sur l'espace R étoile plus, donc pour tout réel, non nul et positif. Donc là derrière, voilà, on établit notre rédaction classique. Donc là, on a une fonction rationnelle, on a ici une fonction carrée, on a ici une fonction, donc 1 sur x, on est bon. Et derrière, par somme de l'ensemble des fonctions, f est de classe C2 sur l'ouvert réel non nul positif. Donc ici, pas de questions vraiment difficiles. Il faut bien faire la rédaction et bien décomposer l'ensemble des éléments. Il y a encore une fois ici, pas de surprise, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Calculer les dérivées partielles premières de f, puis montrer que f admet un unique point critique. Notez A que l'on déterminera. Donc là, dans un premier temps, tout simplement, on fait la dérivée par rapport à x, tout simplement. Donc il faut dériver uniquement les deux éléments-là, y étant un réel et forcément dérivée est égale à 0. Donc là, du coup, on a x forcément qui est égal à 1, donc 1 sur y, moins 1 sur x. Et c'est exactement ce qu'on a. Ici, on dérive par rapport à y. Donc même chose de l'autre manière, et derrière on obtient le gradient. Donc on emploie les symboles mathématiques, on étale un petit peu les connaissances, ça parle bien et ça fonctionne bien. Donc pour établir du coup ici le gradient, donc les deux dérivées qu'on a obtenues, les deux dérivées premières. Et ensuite, donc deuxième partie de la question, puis une fois donc les dérivées partielles premières sont montrées et qu'on a le gradient, on va démontrer que f, elle admet un unique point critique. Donc ici, les points critiques de f sont les valeurs du couple xy qui annulent le gradient g. Donc là, on montre au correcteur, voilà, je maîtrise, je sais dans quoi je m'embarque et je montre en fait au correcteur le cheminement classique que je dois avoir. Donc encore une fois ici, c'est du classique EM, du classique EDEC, du classique écrit comme, tout simplement. Donc ici, on va établir un système, tout simplement, pour réussir à trouver x égale 0, donc là on a x égale y, donc ce qui est bien du coup dans la démonstration qu'on doit faire. Donc là on obtient
x égale y, donc qui va nous faciliter les calculs parce que du coup on va tout mettre sur une seule inconnue et c'est bien plus pratique. Donc là, x sur y carré, du coup forcément ça nous fait moins 2 sur x carré, c'est ce qui a été fait ici. Là on met tout sur les x égale y, c'est ce qu'on obtient de ce premier système. Et là en effet, je comprends pas comment de ça on obtient ça. Donc le moins 2 on est bon, et pourquoi c'est pas moins 2 sur 1x carré plus moins 1 moins 1x, alors là je n'ai pas du tout d'explication. Ok, alors là c'est clairement une erreur de calcul parce que du coup ce qui nous aurait amené c'était du coup avoir 2, on ouvre la parenthèse, donc 2 facteurs de moins 1 sur x carré plus x, là c'est quelque chose de plus commun, et après redéduire l'élément, et pourtant j'obtiens la bonne solution. Donc peut-être que je l'avais au brouillon, mais là ouais c'est clairement une erreur de calcul ici. Donc on voit d'ailleurs l'incompréhension du correcteur avec un gros point d'interrogation. Et là finalement on obtient le point critique du coup avec 1. Qui est l'unique valeur, et d'ailleurs on peut le voir, hein, si ici je mets un 1, moins 2 sur 1 au carré ça nous fait moins 2, plus 2 fois 1 ça nous fait plus 2, moins 2 plus 2 égale 0, et ici on a 1 sur 1 au carré égale 1 sur 1 au carré, ça nous fait bien 1, donc 1 est l'unique solution de ce système, et donc A est l'unique point critique de f, et du coup 1 est son unique point critique. Mais je ne comprends pas encore pourquoi on a ça, sachant que même là en fait on aurait directement pu dire voilà c'est 1, on le sait. Là il y a clairement eu une ligne qui n'est pas nécessaire, donc voilà. Mais derrière on retrouve finalement les bons résultats, et finalement ce que je vous disais tout à l'heure c'est que là par rapport à la première question on tombe sur 1. Là je vois un 1, je me dis finalement là vu que 1 c'est mon point critique, c'est mon unique point critique, finalement, est-ce que l'extréma que je dois chercher, il n'est pas égal à 3? Et c'est pour ça derrière que ce que j'ai noté au brouillon, je m'en souviens, j'ai mis ça. Et derrière, f admet un minimum local au point 1, 1, qui est finalement 3,01. Et derrière, on voit ici qu'on a 1 ici. Donc 1 et 1, derrière, ça nous pointe vers ça. Donc j'avais réussi du moins à répondre à cette question qui est très très rémunératrice, et où il n'y a pas beaucoup de candidats, quand on lit le rapport de jury, qui ont répondu à cette question-là. Donc derrière, on déroule, on va avoir la question suivante, très logique, qui va être de dériver les partiels, voilà, les dérivées partielles secondes de f, et montrer ensuite que la matrice hessienne égale h. Donc là on voit la notation, elle a été respectée, j'avais pas vu le A avant, mais du coup on comprend pourquoi on a nommé ici A égale 1, 1. Donc là on a d'abord la dérivée seconde par rapport à x, ensuite on fait la dérivée seconde du coup par Schwarz, assez traditionnel ici. Ça permet encore une fois de montrer voilà, qu'on maîtrise les concepts mathématiques, les raccourcis. On a ici la matrice d'ordre 2 par rapport à y, et derrière on en déduit la matrice hessienne au point A comme étant ça. Donc tout simplement derrière on va remplacer nos éléments par 1 qui est notre point critique trouvé, et derrière c'est rassurant parce que si on trouve la bonne matrice hessienne ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dérivées partielles premières sont bonnes, ça veut dire que notre question 1 est bonne, ça veut dire que notre point critique est bien 1, et que derrière nos dérivées partielles d'ordre 2 sont bonnes. Donc là à ce moment là on se dit yes, c'est trop cool, ça veut dire que j'ai eu bonne, depuis le début de mon exercice 2 j'ai pas fait d'erreur, donc là yes c'est trop bien, et ça nous permet d'attaquer la question D. Pour la question D, donc soit lambda un réel, par théorème lambda est valeur propre de h, si on a cet élément là. Donc derrière on va déterminer le discriminant de ce polynôme, et là je sais pas pourquoi je me suis complètement embourbé dans quelque chose de complexe. Je trouvais une racine de 52, je me dis racine de 52 c'est pas quelque chose de commun, c'est quand même assez bizarre, donc là je me suis dit j'ai peut-être fait faux, mais voilà, j'ai quand même pris on va dire l'assurance de noter mes deux racines R1 et R2 avec ces éléments que je connaissais pas, pour derrière faire le spectre de H, et derrière finalement admettre
les éléments, voilà, il y a deux valeurs propres de H qui sont de même signe, donc F finalement, c'est un extrême local. Donc même si là, j'étais pas serein sur mon R1 et mon R2, je savais que finalement, racine de 100, donc racine finalement 10 fois 10, c'est racine de 100, c'est supérieur à racine de 52. Et donc derrière, je me dis, bon, j'ai au moins quelque chose qui est cohérent dans mon erreur, mais finalement, en fait, c'était pas faux du tout. C'est pas faux du tout, et j'ai réussi à le démontrer. Et là, justement, je pense qu'il souligne le fait de dire, voilà, c'est parce que tu as bien dit ce terme-là que oui, on peut l'admettre, que F admet un minimum local. Donc là, c'est bon, ça a été bien dit, ça a été validé. Et derrière, on passe à la partie B, donc une partie A pour le moment, qui a été un peu technique sur la fin, mais grossièrement qui est quand même assez abordable pour tout le monde. Ici, il faut quand même réussir à se dire ok, ce que je fais c'est cohérent alors que c'est pas forcément cohérent, mais derrière ça nous permet d'attaquer cette partie B. Donc partie B, qui introduit une nouvelle fonction hn de x qui est égale à f de x exposant n, 1 égale donc xn plus 1 sur xn. Donc derrière on doit démontrer pour tout naturel n non nul que hn est strictement décroissante sur 0, 1 exclu et strictement croissante sur 1 plus infini. Donc ici tout simplement il faut se dire ok, donc là, on va revenir sur nos bases. Donc Hn, elle est dérivable par somme de fonctions dérivables. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit des similitudes finalement entre notre fonction Hn de x et notre fonction, qui est juste ici, f de xy, parce qu'en fait c'est juste tout simplement, on a mis un exposant sur les x, exposant n, et derrière le y est égal à 1. Et finalement c'est exactement cette même fonction là. Donc là on a des similitudes par rapport à ça, et derrière la fonction f est introduite ici. Donc étant donné qu'on a montré que f est de classe C2 avant, on peut le montrer que que du coup Hn de x est de classe Cn, et donc ça fonctionne. Donc ici, on va faire la dérivée première. N est un naturel non nul, donc n ne se dérive pas. Ça, vous devez bien le savoir. Derrière, on arrive donc à démontrer que Hn est strictement décroissante sur l'espace 0, 1 exclu et qu'elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini, et là derrière on a une incompréhension du correcteur, donc on va se plonger dedans. Alors je comprends pas trop, parce qu'en effet oui, si on a un nombre du coup qui est inférieur à 1, forcément ça va nous amener vers quelque chose, étant donné que n est un entier naturel non nul. Oui, ça nous amène sur quelque chose d'inférieur à 0. Là, pour la partie ici, je suis 100% d'accord. Pour cette partie-là, j'ai un peu plus de doute. Mais là, par exemple, mettons, si on met x égale 2, x égale 10, x égale 100, on a quelque chose qui est quand même assez cohérent, et ce jusqu'à plus l'infini. Parce que le chiffre sera de plus en plus petit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ici, j'en ai fait un petit doute qui, je pense, a généré ce point d'interrogation de la part du jury, du correcteur. Mais ok, d'accord. On a ensuite donc une question 2A. 2 tout court, donc qui nous dit en déduire que pour tout entier naturel n non nul, l'équation Hn de x égale 4 admet deux solutions notées un et vn, qui est ici. Donc là, on va utiliser le théorème de la bijection, mais pour ça, il faut introduire les bases. Donc là, on a Hn qui est continue, parce qu'elle est de classe Cn, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est dérivable également. Elle est strictement décroissante sur 0,1, c'est exactement ce qu'on nous demandait de présenter avant, et d'ailleurs, il y a encore ce en déduire. Donc s'il y a ce en déduire, ça veut dire qu'on doit utiliser ce qu'on a obtenu précédemment. Si ensuite, elle est strictement croissante, et que derrière, on a donc les éléments suivants, on sait forcément que quand x tend vers 0, on a Hn de x qui tend vers plus l'infini, et derrière on sait que Hn de 1, ici en fait on a juste à remplacer, c'est égal à 3, 1 sur n plus 1 sur 1 sur n, forcément c'est égal à 3. Donc derrière on a exposé nos bases, tout est validé ici, et là donc il y a une erreur, donc là il y a une erreur sur l'espace. En effet c'est pas R plus étoile, ça aurait été 0,1 exclu,
sur 3 plus l'infini, qui est du coup l'espace qu'on nous demande de traiter ici. Donc là, une erreur, même dans compréhension, il ne comprend pas, mais c'est normal, c'est pas du tout bon. Là, de la même façon, du coup, on le fait de l'autre manière. Donc là, H réalise une bijection de 1 plus l'infini sur 3 plus l'infini. Donc là, on ne se trompe pas d'espace. La limite de Hn de x est égale à plus l'infini. Là, ici, c'est pas trop complexe parce que la fonction elle est quand même assez évidente à cerner. On a bien donc 4 qui appartient à ça, donc l'équation Hn de x, elle admet une unique solution que l'on va noter Vn, et là on a montré donc qu'il existe Un et qu'ici il existe Vn, donc on a montré les éléments précédents et on sait forcément derrière on va devoir retravailler sur ces suites que l'on a obtenues grâce à ce théorème de bijection. Donc là, quelque chose qui n'est pas évident, parce que de base, le théorème de bijection, on le fait une fois. Là, on a dû le faire, entre guillemets, dans les deux sens. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui peut être déroutant. Donc là, ici, on doit démontrer que Hn plus 1x moins Hnx est égal à ça. Donc derrière, tout simplement, on a juste en fait à ajouter et à mettre en place nos deux fonctions. Donc là, on a la fonction Hn plus 1x, ici on a la fonction Hn, donc derrière, c'est parti, on s'amuse, c'est calculatoire, et on obtient bien, donc là c'était ici, les éléments, donc voilà, hop, qu'il fallait obtenir, donc x moins facteur de x de n plus 1 moins 1 sur x n plus 1, donc c'est exactement ce qu'il fallait obtenir, et derrière, en déduire que Hn plus 1 de Vn est supérieur ou égal à 4. Donc derrière, on va enchaîner. D'ailleurs, j'ai pas mis que je vais passer à la question suivante ici. Mais bon, c'était quand même assez logique et assez fluide dans le développement. Donc de 3, on peut écrire cet élément-là. Donc en fait, on va remplacer x par Vn, tout simplement. Et derrière, on arrive à avoir, vu que ça c'est strictement positif, ça c'est positif ou égal à 0, positif ou égal à 0. Derrière, on a forcément une fonction qui est supérieure ou égale à 0, et de facto, on a Hn de Vn égale 4, question 2 partie B, c'est exactement ce qu'on a obtenu en fait ici, on a vu Hn de Vn égale 4, donc derrière, on est bon par rapport à ça, puisque là c'était une solution qu'on a trouvée grâce au théorème de bijection, donc derrière on peut admettre forcément que Hn plus 1 Vn est supérieur ou égal à 4. Parce que derrière on a Hn plus 1 Vn supérieur ou égal à HnVn, HnVn égale 4, donc on a démontré l'élément qu'il fallait. Donc ici c'est pas forcément quelque chose qui est évident, encore une fois, ça commence à se complexifier dans le langage, dans l'utilisation, il faut arriver à bien cerner, bien saisir le problème, sachant qu'on n'est pas encore dans le problème, mais c'est encore quelque chose qui reste tenable. Mais voilà, c'est du bon dur écrit comme qui commence à être présent, très technique, écrit comme de manière générale. On a ensuite donc là montré que la suite Vn est décroissante. Donc là, ici, tout simplement, on repose nos bases, on pose les éléments qu'on connaît. Hn de Vn c'est égal à 4, Hn plus 1 de Vn plus 1 c'est égal à 4. Donc on a Hn plus 1 Vn supérieur à 4. C'est les éléments voilà, qu'on a. Donc là, c'est que, encore une fois, de la reprise d'éléments qu'on a, des énoncés précédents. Donc par croissance de la fonction, Hn est de facto, merci monsieur le correcteur de m'avoir repris, Hn plus 1 sur l'espace défini, on a bien Vn qui est supérieur ou égal à Vn plus 1, parce que la fonction Hn, elle est croissante sur cet espace-là, et c'est exactement ce qu'on avait dû démontrer précédemment, montrer qu'elle est décroissante ici, et qu'elle est strictement croissante sur cet espace-là. Donc là, on revient en fait, sur nos éléments pour montrer justement que par croissance de la fonction Hn, donc, on a Vn qui est supérieur à Vn plus 1. Et donc Vn, elle est décroissante, parce que si Vn plus 1 est forcément inférieur à Vn, c'est que c'est décroissant. Donc là, encore une fois, il faut assembler toutes les pièces du puzzle et comprendre clairement où le correcteur veut nous amener. Et surtout se dire que voilà, on est encore dans la question 3, donc on peut remobiliser des éléments obtenus en 3b, en 3a, etc. Question 4a, démontrer que Vn converge vers un réel L et montrer que L est supérieur ou égal à 1. Donc ici,
Forcément, c'est juste quelque chose de textuel, je dirais, c'est juste de la rédaction. Donc la suite Vn est décroissante et minorée par 1, donc la suite Vn converge vers une limite telle que L supérieure ou égale à 1. Et derrière, on avait tout simplement l'élément qui était présent ici, parce que là, on avait Vn qui est supérieur à 1, et elle est strictement décroissante, donc tout simplement, on a les informations ici. Et même ça, d'ailleurs, cette question-là, on peut la faire facilement. C'est encore une fois, il y a plein de questions, si vous n'êtes pas très bon en maths, que vous cherchez à grappiller des points, à avoir la moyenne, lisez bien. Démontrer que la suite Vn converge vers un réel L, on peut le faire, parce que là, on a Vn qui est décroissante, et là, on a Vn qui est minoré par 1. Donc, c'est assez évident de retomber sur cet élément-là. Donc en supposant que L est strictement supérieur à 1, démontrer que la limite de Vn exposant n est égale à plus l'infini et en déduire une contradiction. Question très technique ici, en réalité, et c'est normal. Donc là, on peut écrire Vn égale n, c'est égal à exponentielle de n ln de Vn. Donc c'est strictement supérieur à E n ln de L. Pour le coup, là, on montre au correcteur, voilà, même si je ne sais pas répondre à la question, je sais que quand j'ai un chiffre, une suite, peu importe, exposant n, je peux derrière l'utiliser grâce à la fonction exponentielle logarithme. Donc rien que montrer ça au correcteur, ça ne va pas vous faire gagner des points, mais ça va vous montrer que oui, je sais que dans cette situation-là, il fallait utiliser ça. Et derrière, ça permettra potentiellement de grappiller quelques points si jamais il y a des écarts-types plus ou moins importants au moment des copies. Donc là, ici, on a ln de L qui est strictement supérieur à ln de 1, puisque ln de 1 est égal à 0. Donc la limite par composé, elle tend vers plus l'infini. Et finalement, on déduit, grâce finalement à cette fonction logarithme, que Vn de n est égal à plus l'infini. Et ce qui est absurde, pourquoi? Parce que Vn est convergente, c'est ce qu'on a vu strictement avant, elle est minorée et elle est strictement décroissante, donc c'est quelque chose d'absurde. Donc là, c'est encore une fois juste de la technique, il n'y a pas de complexité vraiment majeure, c'est de la technique. Donc déterminer la limite de Vn ici, et donc là en fait c'est juste de la rédaction. Donc étant donné que L est strictement supérieur à 1 et que ça ne fonctionne pas parce qu'on l'a vu avant, bah, il se pourrait que la limite de Vn c'est égal à L, où L n'est pas strictement supérieur à 1, mais L est égal à 1. Et finalement, ça permet de retomber un petit peu sur les baskets ici. Donc je n'étais pas très sûr en écrivant ça, mais je me dis je suis cohérent. Je ne dis pas d'erreur manifeste, donc même si je me plante complètement, c'est cohérent. Et je peux le penser parce que j'ai avancé ces éléments-là précédemment. Donc là, ça a été forcément quelque chose de juste a posteriori, et je peux que m'en réjouir. Donc là, c'est top. Donc là ensuite on a du Scilab, je vous propose de complètement skip toute la partie donc 5 qui est dédiée à Scilab, et ici même cette question là, est-ce que c'est du Scilab? Ou alors je l'ai peut-être même skippé. Donc là on a du Scilab, donc des éléments qui sont juste des éléments qui sont absurdes. La question E je ne l'ai pas traitée, je pense que ça devait être lié à du Scilab, donc ne nous attardons pas là-dessus et passons directement à l'exercice 3. Donc là, l'exercice 3, le fameux exercice de proba. Donc on voit dans cette copie, on voit finalement dans ce sujet qu'il y a algèbre, analyse, proba. Donc là, c'est finalement un exercice un peu facile. Il avait une allure un petit peu type EDEC. Il touchait ici donc aux probabilités à densité, et pour réussir il fallait franchement bien maîtriser son chapitre sur les intégrales, avoir bien les formules de proba générale. La partie A elle commence tranquillement, il y avait des questions on va dire assez flacides, traditionnelles, comme montrer que la fonction est une densité de probabilité, déterminer la fonction de répartition, et la partie B elle ne possède pas de difficulté majeure, mais elle était très discriminante parce qu'il fallait maîtriser les lois de proba. Il y avait également des questions Scilab qui étaient un petit peu plus complexes, et derrière c'est une fin de sujet. Donc pour ceux qui l'ont composé de haut en bas, c'est-à-dire de l'exercice 1 à l'exercice 3, il se peut derrière par manque de temps que les candidats n'aient pas pu traiter l'intégralité du sujet. Moi j'ai quasiment pu traiter l'intégralité du sujet. À la fin j'ai été vite, mais j'ai voulu faire un maximum, sachant que je savais que voilà 70% du sujet juste, 75%, j'avais un 20 sur 20 assuré, donc là j'avais à peu près
90-95% du sujet juste, donc c'était quand même plutôt pas mal pour avoir une très bonne note. On commence d'abord par démontrer que la fonction f est une fonction paire. Donc moi je me dis, bah voilà, je vais utiliser mes formules de cours classiques, dire que c'est centré en 0, donc forcément là c'est pair, que derrière je vais inverser le t par moins t et ça va passer, et derrière non, bah, je comprends pas, le correcteur n'a pas du tout aimé ce que j'ai écrit, donc ouais, c'est directement, je commence, je pensais que ça allait être ok, finalement ça ne l'est pas. Bon, ok, derrière j'arrive quand même à admettre la chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire que f de moins t égale f de t, pourtant là à mon sens il n'y a pas d'erreur manifeste et on arrive quand même à trouver quelque chose de cohérent, donc honnêtement je comprends pas l'erreur ici, mais visiblement ça ne l'est pas, donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez le souci ici sur cette première question. Donc ensuite on a donc justifié que l'intégrale f de t converge et calculer sa valeur. Donc là, allez hop, petit calcul, on aime bien, on se met bien. Donc là, moi ce que je vous recommande de faire quand vous avez des questions de ce type-là, c'est tout le temps, d'ailleurs, montrer voilà, que c'est continu sur l'espace, la fonction, ça c'est du traditionnel, mais derrière ne pas hésiter à utiliser de la notation. Soit A appartient du coup à l'espace dans lequel se trouve l'intégrale, on note IA. Du coup, cet élément-là, c'est vraiment facile. Et derrière, hop, on va faire à la fin une limite de A quand A tend vers plus l'infini. Et derrière, on a la limite qui est de 1,5. Donc un calcul ici qui est vraiment assez classique, pas de trop de difficultés. Donc l'intégrale impropre converge et vaut 1,5. Donc derrière, ici, on va passer donc à la question 3. À l'aide d'un changement de variable, montrer que pour tout réel A, strictement supérieur à 1, on a cet élément-là. Et là, on se dit, ah, il y a un truc qui est intéressant, un changement de variable, on a dû montrer qu'il y a une parité. Il y a quelque chose ici à faire. Donc là, on se met vers cet élément-là, on va poser les bases, encore une fois, avec IA1, donc un nouvel acolyte intégral qu'on crée ici. Donc là, derrière, on pose nos bases. Hop, on sait derrière que la fonction t moins t forcément est de classe C1, ça c'est évident. On va faire le calcul du différentiel ici qui est égal même à moins 1. Derrière on a du égale moins t et là on va faire un changement de variable. Si t égale moins 1 alors u égale 1, si t égale moins a alors u égale a, et par changement de variable on revient sur nos bases. Et vu que f est pair, ce qu'on a montré avant, et on a donc f de moins u qui est égal à f de u. Et là, derrière, je retourne sur mes bases. Par propriété, derrière, on a ça. Donc là, c'est voilà, vraiment... on utilise ce qu'on a montré précédemment, parce que nous montrer que f est pair, forcément, ça va être utile. On nous parle d'un changement de variable, on sait forcément qu'on doit utiliser la parité. Si on n'utilise pas la parité dans cette question-là, il faut se dire, ok, pourquoi on va montrer la parité? Pourquoi il y a un changement de variable? J'ai fait un mauvais calcul ou alors je vais devoir l'utiliser plus tard. Mais en tout cas, il faut se garder ça sous le coude. Donc ici, on a bien le résultat qu'on nous a demandé d'obtenir par changement de variable. On considère donc x, la variable aléatoire qui admet f pour densité. F de x, c'est la fonction de répartition, donc très traditionnelle ici. Montrer qu'on a f de x égale x qui est égal à ça. Donc derrière, on va bien prendre tous les éléments de la base. Ah oui, donc j'ai oublié, pardon, la question précédemment, on devait en déduire. Excusez-moi. J'ai oublié la déduction d'avant, mes excuses, je suis allé trop vite. Donc montrer que ça converge, donner sa valeur. Donc là, pour le coup, on l'avait déjà. Étant donné qu'on a montré que cette intégrale, elle converge et qu'elle tend vers 1,5, bah forcément, celle-là, par parité, elle va valoir 1,5 également. Et c'est finalement ce qu'on a réussi à démontrer ici. On déduit de ce qui précède, que l'intégrale impropre converge et vaut 1,5, parce que a tend vers plus l'infini, intégrale admet une limite finie, et on a établi, on va dire, les éléments rédactionnels qu'il fallait. Et là, donc démontrer que f est une densité de probabilité. Donc là, c'est juste montrer la continuité sur les différents espaces sur chaque restriction plutôt qui est émise. Donc là, la restriction de f sur ça, la restriction de f sur cet espace, etc. Tout ça est continu, donc sur les intervalles définis. Derrière, on a f qui est continu sur R, sauf peut-être un certain nombre de points qui est moins 1 et 1. Donc on est bon. Ça admet bien une densité de proba. Derrière, c'est les 3
points. Oh là 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 là. Derrière, oui, je suis allé trop vite. On a f qui est positive sur le réel. Il n'y a pas de souci, tout est démontré là-dessus. On a bien les limites qui sont définies des intégrales impropres qui convergent vers 1, vers 1,5, pardon. On a celle-ci au milieu qui vaut 0 et on l'a démontré avant dans tous les cas. Donc derrière, on a la somme par châle qui nous permet d'admettre donc que f de t converge et vaut 1. Donc on a les trois éléments qui nous permettent de montrer que c'est une fonction à densité, c'est une densité de probabilité, pardon, c'est-à-dire que f converge et vaut 1, que derrière on a une continuité de l'ensemble de la fonction, sauf peut-être un certain nombre de points qui sont définis en l'occurrence ici, et derrière que f est positive. Donc on a les trois éléments qui nous permettent de montrer donc que f est une densité de proba. Et là, du coup, on a la fonction de répartition forcément qui découle de cette question de densité de proba ici. Et donc là, c'est un calcul qui est, on va dire, relativement simple pour le coup. Donc là, il y a une petite erreur, un plus qui apparaît, mais ça montre quelque chose, c'est que le correcteur vraiment va voir chaque élément qui est fait. Donc là, c'est un moins, normalement, et pas un plus, bien évidemment, étant donné que là, c'est une intégrale. Mais dans tous les cas, ça ne pose pas de problème. Mais heureusement, on a 1 sur 2b carré qui tend vers 0. Du coup on a IB qui est égal à ça, ligne de IB qui est égale à ça, et du coup f de x égale x sur cet espace là est égal à ça. Donc ouf, mon erreur n'est pas manifeste, et tant mieux d'ailleurs, mais dans tous les cas, si c'était faux, j'aurais pu voir ici que je n'étais pas sur le bon résultat et forcément que c'était faux. Donc là derrière on a du calcul, rien de très complexe, on trouve l'ensemble des résultats sans grande surprise, donc 1,5 et 1 moins 1,5 x carré, donc on est bon là-dessus, c'est tout bon, ça nous met en confiance. Question suivante, assez classique, démontrer que x admet une espérance, puis que cette espérance est nulle, donc e de x égale 0. Donc derrière, pour montrer que x admet une espérance, il faut voir que l'intégrale elle est absolument convergente vers un point ici. Donc ça c'est l'espérance, hein, on le voit. Donc tf de t de l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. Derrière ici c'est continu par morceau, petit x merci monsieur ou madame qui manquait, que la fonction elle est nulle lorsque ça tend ici, que l'intégrale elle converge vers 0, donc on est bon à ce niveau là. Derrière on a donc sur l'autre espace ici pareil, quand ça va tendre vers plus l'infini, on sera proche de 0, si ce n'est 0. Derrière on utilise la parité de la fonction f, parce qu'on sait que h du coup ici est impair sur cet espace-là, et donc on en déduit que l'intégrale elle converge vers moins a, et que finalement on a quelque chose de cohérent qui est 0 en fait, parce que moins a plus 0 plus a ça nous fait 0, et donc e de x, donc tf de t, et c'est ça qu'il fallait bien mobiliser, mais ça on le fait vraiment pas mal de fois en cours, on s'entraîne à calculer l'espérance, la variance de cette manière-là, et derrière on arrive à quelque chose. Donc là c'est positif, et franchement on se dit ok, là c'est de la démonstration, j'arrive à trouver les bons résultats, donc on est bon. Est-ce que la variable x elle admet une variance? Et donc là derrière on voit que on a une intégrale de Riemann, parce que t carré f de t du coup pour calculer par la formule de Koenig-Huygens du coup le e de x carré, e de x carré ici donc qui tend vers ça, et on se dit ah, intégrale de Riemann, donc elle n'a pas de moment d'ordre 2, puisque l'intégrale ne converge pas, elle est divergente, et donc elle n'admet pas de variance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui peut nous dire qu'elle n'admet pas de variance? C'est en fait la formulation de la question. Est-ce que la variable aléatoire, elle admet une variance? Étant donné que là, la question, elle présuppose que non, c'est très probablement non. Parce que là, juste avant, on nous dit démontrer que x admet une espérance, que l'espérance, elle est nulle. Donc on nous demande de trouver le résultat. Là, on ne nous a pas dit est-ce que x elle admet une variable aléatoire? Si c'est le cas, quelle est cette valeur? Donc là, on sait que on va avoir quelque chose en fait, qui est assez évident ici. Donc x n'admet pas a priori de variance, et derrière, on l'a vu via le calcul. Donc c'est cohérent par la suite. On introduit une nouvelle variable aléatoire, y égale valeur absolue de x, juste ici.
Donc on doit donner la fonction de répartition de f, et ensuite on doit montrer que y admet pour densité la fonction fy définie par les éléments ci-dessous. Donc là, on a les éléments, donc on pose les bases. Du coup ici, on remplace en fait tout simplement les éléments. Là, la valeur absolue de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est compris entre moins x et x. Et derrière, on arrive à retourner, on va dire, un petit peu sur nos baskets. Et là, pourtant, j'ai eu faux. J'ai eu faux sur cette question. Je me suis, je pense, emmêlé un peu les pinceaux. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. À première vue, c'est cohérent, donc une cohérence dans l'erreur, et ça c'est bien. Mais derrière, ouais, ok, là on n'est pas bon par rapport à ça. On n'est pas bon par rapport à ça en fait. C'est-à-dire dans la démonstration, il y a eu quelques petits soucis, je pense, de calcul ici. Ça, c'est la fin d'épreuve, forcément. On est à la page 22, 23 sur 27. On commence forcément à fatiguer. Et même pour ceux qui sont en train de faire l'épreuve en même temps qu'ils regardent cette vidéo, vous devez être fatigué très probablement. Et c'est bien, c'est de la bonne fatigue. Et donc derrière, on doit ici dériver f de y pour obtenir donc, la densité de proba. Donc on obtient, on dérive ce qu'on a fait précédemment pour obtenir ça. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'encore une fois, il y a une cohérence dans l'erreur. c'est ça qui est génial. Ah non, d'accord, ok. Donc là, je crois que j'ai saisi. Bah là, en fait, on le voit, oui. Donc là, on le voit qu'en fait, là, on a un problème. Bah non. Ah non, alors là j'ai un souci, parce que du coup non, même quand on dérive moins sur x carré, moins sur dx carré, on a donc le 2 qui revient là. Donc ouais, il y a une cohérence dans l'erreur, c'est ça qui est assez frappant, parce que du coup, ok, donc c'est peut-être une formulation où là le 1,5 est peut-être pas bon, ou alors fallait pas le mettre en égal ici, ou alors fallait mettre le sinon là, peut-être. Ok. Donc du coup, on a ensuite, là on voit qu'on commence à cumuler un petit peu les erreurs ici. Donc là c'est peut-être la fin de l'épreuve je pense, et je voulais vraiment rédiger à fond, me dire allez c'est bon, let's go, on y va. Donc montrer que y admet une espérance, il a calculé. Donc là on voit, là on ne nous demande pas de la calculer, donc ça veut dire très probablement qu'il n'y en a pas. Donc là on la calcule. Donc la fonction tf de t est nulle et continue par morceau, donc l'intégrale impropre est convergente et vaut 0. Sur cet espace là on a 2t de t carré, et derrière il faut faire tendre le tout après l'intégrale IB1 que j'ai posée et qui tend vers 2, donc l'intégrale elle va converger, elle admet une espérance, donc elle est absolument convergente, il faut le préciser aussi, et donc derrière et les e de y est égal à 2. Donc là, on retombe sur nos pattes et c'est forcément apprécié. On s'attaque donc à la partie B, je vais essayer d'être assez rapide, exhaustif là-dessus. Donc là, on va retomber sur des probas qu'on connaît un petit peu. Donc là, il faut ici calculer donc soit D, une variable aléatoire prenant les valeurs -1 et 1 avec équiprobabilité, indépendante de la variable aléatoire Y. Donc là, on voit que c'est un petit peu distinct. Soit T, la variable aléatoire définie par T égale DY, et derrière, donc déterminer la loi de Z égale D plus 1 sur 2, en déduire l'espérance de la variance. Donc là, on sait que voilà, question A de ce type-là, on doit tomber sur une loi usuelle qu'on connaît. Derrière, on pose les bases par rapport à ce qui a été posé avant. Ok, c'est de l'équiprobabilité juste ici. Z, donc de X égale D plus 1 sur 2. Donc si, il y a deux cas de possibilité, c'est si D égale 1, ben alors on a ça. Et là, on a ça, on arrive directement. Donc si on a 0, si on a 1, qu'est-ce que c'est? C'est une loi de Bernoulli. Donc derrière, on doit directement mettre les éléments ici qui nous sont évoqués. On expose l'espérance, la variance, on la connaît. Voilà, on montre quand même qu'on maîtrise le sujet derrière avec ici. Donc là, on arrive à avoir une formule de Bernoulli. Donc soit c'est nul, soit c'est égal à 1 avec une équiprobabilité ici. On en déduit donc l'espérance qui est égale à P finalement, qui est donc égale à 1,5 ici. Et donc on a cet élément-là. On transforme le tout en espérance pour essayer d'avoir l'espérance de D, et derrière on arrive à avoir l'espérance de D qui est égale à 0, et donc de facto la variance qui est égale à 0. On a ensuite
la suite. Donc là, on nous demande donc de justifier que t admet une espérance et préciser la valeur de t. Donc là, on a vu que dy, elle admet des espérances, donc on déduit assez facilement que t admet aussi une espérance à ce niveau-là. Et derrière, on va la calculer. Donc là, par indépendance, l'énoncé était très important et c'est pour ça que j'ai insisté dessus tout à l'heure. En fait, derrière, on a E de D qui est égal à 0. On l'a vu ici. Donc derrière, E de D fois E de Y, c'est égal à 0. Et derrière, on a E de T qui est égal à 0. Donc là, c'est bien. Ça montre qu'on arrive à capter les choses, à avoir de la cohérence. Et derrière, on est OK. La question très complexe sur la formule des probabilités totales associée au système complet d'événements qu'on a imposé ici. Donc là, encore une fois, c'est de l'entraînement. Donc montrer qu'on a du coup cette égalité-là. Donc on a des choses qu'on connaît, voilà, le 1,5, il m'a fait plaisir quand je l'ai vu là, je me suis dit yes, ça veut dire que c'est cohérent ce que j'ai trouvé précédemment, et derrière, on retombe un peu sur nos pattes. Donc là, on utilise la formule des probabilités totales associées au système complet d'événements D égale K sur les valeurs de K appartenant donc soit à -1, soit à 1. Et derrière, ça nous permet d'avoir donc les calculs suivants. Donc là, excusez-moi, petite oubli de la parenthèse, enfin de l'inégalité, excusez-moi, ça fait longtemps que je tourne maintenant, mais on montre, voilà, ça montre en tout cas que le correcteur vraiment il est assez attentif là-dessus, et derrière voilà, on peut écrire ces éléments là parce que les variables dy elles sont indépendantes, et derrière on retombe sur des éléments qu'on connaît. Ouf, voilà, nous voilà rassurés. Derrière on a exactement ce qu'on cherchait. Là, on doit du coup obtenir la fonction de répartition calculatoire. Honnêtement, là, c'était la fin. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, on va juste montrer le début. Je ne vais pas faire tout le calcul parce que franchement, je ne vais pas y arriver. Mais je vais au moins montrer au correcteur que je sais ce qu'il faut faire, où il faut aller très concrètement. Et là, c'était, on va dire, assez facile de ce point de vue-là. Ensuite, donc on a eu une variable aléatoire qui suit la loi uniforme, V la variable aléatoire suivante, donc rappelez la fonction de répartition de U, donc U c'est la loi uniforme, donc voilà, hop, on étale, c'est facile, et là c'est pour ça qu'encore une fois j'insiste, quand vous ne savez pas, n'hésitez pas à, en fait, même si vous n'avez pas le temps ou autre, il faut bien lire le sujet parce que là, ne pas répondre à cette question-là, c'est dommage, c'est une perte de temps. Il faut aller chercher ces points-là. Déterminer la fonction de répartition de V telle que les variables aléatoires V et Y suivent la même loi. Donc là, du coup, on va faire le calcul. Donc là, voilà, on étale un petit peu les connaissances. Donc là, il y a une petite erreur au niveau de la notation, forcément, parce que ce n'est pas l'espace qui était défini à la base, en effet. Là, on voit ici, pareil, que l'espace n'est pas forcément le bon, mais voilà, on utilise la décroissance pour inverser l'inégalité. On utilise la croissance pour enlever la racine par croissance de la fonction carré, parce que là, si on met un carré, on est bon pour tout. Derrière, on utilise l'inverse, ça nous amène à ça. Et derrière, on a la fonction de répartition de U qui est assez intéressante et on est bon là-dessus. On finit par du Scilab, où j'ai réussi à faire quelque chose d'assez cohérent, encore une fois en me fondant sur les éléments et notamment sur la loi binomiale de Z qu'on avait trouvé précédemment. Et après, voilà, même si là je ne savais pas, pour rappel, ici on considère le script de quelle valeur c'est associé. Là, j'ai pas compris, mais je me suis dit, voilà, SQRT c'est la racine carrée. Donc il semblerait que V soit variable aléatoire du vecteur C. Donc là, voilà, je ne savais pas, encore une fois, mais j'ai montré au correcteur que j'ai identifié des cohérences, que j'ai vu des similitudes, et c'est forcément quelque chose qui sera apprécié. J'espère en tout cas que cette longue vidéo vous a plu d'analyse de copie, où on se plonge dedans, on voit également les correcteurs, comment j'avais vécu la chose à l'instant T, et on pourra le faire avec les autres copies où j'ai obtenu 20 sur 20 maths, que ce soit à l'EM, à l'EDEC, etc. N'hésitez absolument pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, mais logiquement ça doit déjà être fait, et à lâcher un like pour donner de la force. C'était Dorian et à très vite sur Mister Prépa.